L'obtention des Jeux Olympiques de Paris a-t-il été l'objet de corruption massive? Quel est le coût réel de ces Jeux? Comment les grandes multinationales vont se goinfrer en argent au détriment du petit peuple? À toutes ces questions répondra le journaliste spécialiste du sport Romain Molina. Vous êtes sur Géopolitique Profonde, générique. Nous sommes en guerre. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On est là tout l'été, tous les soirs avec vous. Juillet, août, on sera présent, on est toujours présent. Et donc vous pourrez voir tous les soirs des émissions en direct excessivement intéressantes, dont celle de ce soir basée sur les Jeux Olympiques avec notre ami Romain Molina, journaliste spécialisé dans le sport. Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner à la lettre de Géopolitique Profonde. Elle est là, elle est chaude. Vous cliquez sur le lien sous la description et vous vous y abonnez. Bonsoir, cher Romain, comment ça va ? Ouf, débordé, mais je suis habitué, et toi? J'imagine débordé parce que dans le sport, on peut dire qu'il y a énormément de nouvelles. Et puis en plus, tiens, pour le coup, les gens prennent le sport pour quelque chose de parent pauvre, mais le sport est quand même excessivement important. Là, on le voit avec chez les Jeux Olympiques. On voit aussi que le sport influe sur la géopolitique. Ah oui, clairement. Quand on voit par exemple que le Comité international olympique vient de donner à l'Arabie Saoudite les premiers Jeux olympiques e-sport, hein. Par exemple, on est là-dedans, mais à tous les niveaux, hein, ça concerne tous les continents, et plus que de la géopolitique, c'est aussi beaucoup d'ego et de pouvoir. Et aujourd'hui, il n'y a pas un événement plus médiatique qui draine davantage d'attention qu'une Coupe du Monde de football ou que les Jeux olympiques. Donc pour tous les plus gros annonceurs, toutes les plus grandes marques et les politiciens, c'est important. Et une petite anecdote, c'est qu'en France, avec le potentiel remaniement qui arrive, et avant les élections, de droite comme de gauche, tous ils étaient intéressés par le ministère des Sports, qui normalement, en théorie, est un peu l'un des ministères pauvres que pas grand monde ne veut. Donc ça montre beaucoup de choses, on va dire. Est-ce que justement le sport participe à ce fameux soft power des États ? Pour certains, oui. Évidemment, on pensera au Qatar directement, à d'autres pays du Golfe, mais on peut parler du Rwanda. Le Visit Rwanda qui est devenu aujourd'hui presque incontournable dans le sport international, un sponsor du club anglais d'Arsenal, du Paris Saint-Germain en France et désormais du Bayern Munich en Allemagne, qui est également le sponsor principal de la Basketball African League, qui est notamment financé par la NBA, qui est un événement très important et très médiatisé. Aussi, on se rappelle, Emmanuel Macron était venu voir Paul Kagame, son homologue rwandais, à l'occasion de la première BAL, comme on l'appelle, la Basketball African League. Ça a fait beaucoup parler. Donc oui, on peut penser à l'Azerbaïdjan également, avec Baku Land of Fire. Il y avait également le Grand Prix de Formule 1. On peut penser vis-à-vis de la Russie et tout ce qui se passe vis-à-vis des échecs, qui reste toujours quelque chose de très important, ou d'autres disciplines. On peut penser à l'escrime ou la boxe. Donc c'est évidemment très géopolitique pour tout le monde et ça a énormément d'influence de partout. J'aurais pu parler également de ce qui se passe actuellement en Argentine. Enfin, les pays utilisent le sport ici et là pour des intérêts qui sont quand même souvent des questions d'ego. Est-ce que la France, avec ses Jeux Olympiques, utilise ça aussi comme une sorte de soft power? Est-ce que Macron ou Madame Hidalgo ont besoin de revenir dans le devant de la scène par ces Jeux Olympiques? Bon, déjà en France, il faut savoir que tous les politiciens possibles et inimaginables ont une frénésie olympique. C'est-à-dire qu'il y avait déjà le cas sous Jacques Chirac. Fin des années 90, on avait essayé de présenter Lille, ça n'avait pas marché. Ensuite, il y a eu plusieurs candidatures de Paris, 2008, 2012.
2012, évidemment, cette défaite au finish face aux Anglais qui avait beaucoup fait parler. Il y a eu évidemment la candidature d'Annecy 2018 pour les Jeux Olympiques d'hiver qui a été un four absolument mémorable, qui a coûté à peu près 30 millions avec quand même un peu d'argent privé, mais aussi pas mal d'argent public que le frère de Becbédé avait essayé de sauver. Enfin, c'était n'importe quoi. Et puis, on a eu cette candidature 2024, mais je tiens surtout à insister qu'on a 2030. L'État français va à tout prix faire 2030. Emmanuel Macron, également M. Wauquiez et M. Muselier. Évidemment, Milouda Castéra, ça, il va s'en dire. Donc 2030, ça prend un vrai souci parce que ça crée des bisbilles même au sein du gouvernement, parce qu'il y a une vision un peu contraire entre le Premier ministre, le désormais ancien Premier ministre Gabriel Attal et Emmanuel Macron à ce sujet-là. Ça crée pas mal de bisbilles. Néanmoins, quand on parle d'Anne Hidalgo et Emmanuel Macron, moi je vais aller plus loin. Tous les hommes politiques aiment être sur les photos. C'est pas une question de France ou autre. Je veux dire, Vladimir Poutine a fait pareil à Sochi, Xi Jinping a fait pareil en Chine. À Tokyo, c'était pareil. En Angleterre, c'était pareil. En Italie, pour Turin, c'était pareil. Les politiciens, malheureusement, la plupart vivent des caméras, quoi. Donc, je ne crois pas trop à la bonté humaine à ce niveau-là. Ah, ça c'est sûr. Alors 2030, c'est quoi ça? C'est-à-dire les Jeux Olympiques d'hiver, c'est-à-dire que la France est candidate. Seule candidate en réalité, en novembre dernier, il y avait plusieurs candidats. Il y avait la Suède, je t'en avais parlé d'ailleurs, ouais. La Suisse et la France. Sauf qu'au CIO, il disait que la Suède était trop démocratique. Donc si la Suède est très démocratique, ça veut dire quoi de la France? La Suisse avait un bon dossier, mais en novembre dernier, le CEO va donner sa préférence à la France dans le but que, avant la fin de ce mois-là, de juillet, lors de la session plénière du CEO, les Jeux soient attribués pour 2030 aux Alpes françaises. Sauf, le dossier est brinque-ballant. Il se base entre Nice, Briançon et la Savoie. En matière logistique, il est très faible. Il est mensonger, notamment sur les émissions de gaz à effet de serre et tout cela, parce qu'il faut dire qu'ils sont écolos, les Jeux, tu sais. Et le budget a été clairement sous-estimé. Et ça, je vais te le dire, il y a Rachel Prétiri, qui est, on va dire, l'une des plus grandes journalistes de l'olympisme en France, travaille à l'équipe. Et l'équipe, forcément, est un peu feutrée. Pour que l'équipe écrive que le budget a été vraiment sous-estimé, c'est que le budget, il a vraiment été sous-estimé. On sait de combien il est? Officiellement, ils te disent que le comité d'organisation coûtera 1,9 milliard, mais il y a un minimum de moi de ce que je sais. Tu rajoutes entre 500 et 1 milliard. 500 millions et 1 milliard. Rien que pour le comité d'organisation, je ne parle pas des structures. Et en fait, Gabriel Attal, chef du gouvernement, c'est lui qui doit signer la lettre de garantie. Et il l'a toujours pas signée. Ben là, je pense qu'il peut plus trop la signer. Alors, là, il ne voulait pas, mais il a raison. Mais je veux dire, pourquoi? Parce que Rachel Préti l'expliquait, c'est qu'en fait, les budgets ont été sous-estimés, qu'il a trouvé ça honteux, donc il prend une très bonne décision. Mais alors, du coup, qu'est-ce qui se passera? Emmanuel Macron les veut. Et le CEO là est pas content parce qu'en gros, le CEO a donné sa préférence à la France. Mais là, il s'arrive dans un dossier qui est déjà techniquement, en termes logistiques, il est catastrophique, sans garantie financière. Quand on compare au dossier de Salt Lake City qui va récupérer 2034, on se demande comment on peut être aussi mauvais avec autant de cerveaux en France. C'est-à-dire, c'est pas possible. Il faudra arrêter. Il y a quand même suffisamment de gens intelligents en France pour arriver à faire un dossier de présentation. On n'est même pas capable. Tellement cette famille du sport, elle recycle des gens avec un copinage pas possible. Et honnêtement, j'ai lu le dossier, j'ai de la peine. Le dossier suisse est 20 000 fois meilleur. Et celui de Salt Lake, c'est pas le même monde. Et on parle même à des gens qui ont fait le dossier qui te disent, ouais, on est nul. Ah ouais, on est nul et en plus mensonger. Mais c'est pas pour ça que ça va empêcher que la France aura 2030. C'est soi-disant pour montrer l'attractivité de la France, que c'est une grande puissance, etc. Je tiens surtout à rappeler que ces Jeux Olympiques se font, comme toutes les compétitions sportives en France, parce qu'il y a des lois qui ont été aménagées spécialement, et ce, depuis François Hollande. Tu as écrit cet excellent livre, le livre noir des Jeux Olympiques aux éditions Exuvie, et je salue notre ami Fabien Moine, éditeur qui prend vraiment des risques. Ces Jeux Olympiques-là de Paris 2024, est-ce qu'ils font l'objet on va dire, de corruption? Est-ce que derrière, c'est plutôt une affaire financière plus qu'une affaire sportive? C'est toujours une affaire financière. Mais la corruption, je ne sais pas, parce qu'en fait, il n'y a pas eu de vote. Parce qu'en fait, il n'y avait plus que Paris et Los Angeles, et le CEO a dit, bon, on ne veut pas perdre l'un ou l'autre, donc allez, à Paris 2024 et à Los Angeles 2028. Bon, ça n'a pas empêché toute la délégation française de venir pour un vote qui était déjà joué d'avance, à Lima au Pérou, et de vivre aux frais de la princesse dans un 5 étoiles et manger dans le meilleur restaurant de la capitale péruvienne. Fallait quand même bien fêter un vote avec tout le suspense que ça avait. Je veux dire, t'étais le seul candidat. Maintenant, ça coûte beaucoup d'argent. Le problème, c'est qu'on est tombé sur une campagne mensongère faite de cabinets de relations publiques et de déclarations fausses des jeux qui paient les jeux. Ça n'a jamais existé dans l'histoire. Je veux dire,
pour que les gens comprennent. Ils ont dû entendre cette fameuse phrase « les jeux paient les jeux », répétée par Amélie Oudéa-Castéra, Tony Estanguet, le président du comité d'organisation, et reprise par certains journalistes, et également par certaines boîtes privées qui vont ensuite influencer certains posts sur les réseaux sociaux ou la presse. Les jeux n'ont jamais payé les jeux, c'est-à-dire que les Américains n'ont pas réussi, les Russes n'ont pas réussi, les Chinois n'ont pas réussi, les Sud-Coréens n'ont pas réussi, les Japonais n'ont pas réussi, les Britanniques n'ont pas réussi, les Anglais, les Grecs, et même la France n'avait pas réussi à l'époque d'Albertville ou Grenoble. Donc on va m'expliquer que personne au monde n'a réussi à faire les jeux paient les jeux, mais que les génies de Paris 2024, ils vont y arriver ? C'est exceptionnel. Moi je leur dis bravo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Je rappelle d'ailleurs que Pierre Moscovici avait annoncé qu'il était à la Cour des comptes, qu'il allait avoir du déficit. Le lendemain, il se faisait reprendre de voler par Amélie Oudéa-Castéra. Mais non, les jeux paient les jeux. Ouais, d'accord. Les jeux paient les jeux. Non, mais tu vois, c'est ça qui m'énerve, c'est qu'on ment aux gens sciemment, quoi. Bah, surtout en plus avec les déficits budgétaires qu'il y a en France, le fait que l'Union européenne, je pense, va mettre très vite la France sous tutelle. Et là, on a l'impression, le message qu'on envoie au grand public, c'est de dire, bah, en fin de compte, il n'y a pas de déficit. L'État a toujours de l'argent, il peut dépenser comme il veut. Et là encore, 2030 nous le prouve. 2030, le dossier technique en plus, c'est pas bon. Déjà, le budget est sous-estimé. Là, pour 2024, évidemment, il y a des gros soucis financiers qu'on saura avec précision ces prochaines années. Mais le problème, il est même pas là. C'est l'amateurisme, c'est les promesses non tenues, c'est les mensonges. Et c'est en fait, on habille ça avec un habile numéro de communication, de cabinet de relations publiques, d'intelligence économique, pour faire passer la pilule. Je tiens juste à signaler une petite chose. Les Italiens s'étaient retirés de 2024 suite à un changement politique. On avait dit que non, ça coûtait trop d'argent. Les Allemands d'Hambourg, il y a eu un référendum au niveau de la ville d'Hambourg. Les gens ont voté qu'ils n'étaient pas en faveur, donc ils se sont retirés. À Boston, au début, ça n'avait pas déclenché une grande joie non plus, donc c'est pour ça que les Américains ont changé, c'était Los Angeles. Et Budapest, et pourtant, on entend pique-pendre sur Viktor Orban, et moi je ne vais pas commencer à y aller, je ne connais pas la politique hongroise. Par contre, ce qui est intéressant en Hongrie, c'est qu'en fait, si tu obtiens un certain nombre de votants dans une pétition, tu peux faire retirer des choses. Ils ont obtenu plus de 220 000 votants, je crois, à Budapest contre les jeux. Donc le gouvernement, de par cette désapprobation populaire, de par tout ce que ça allait coûter, Budapest s'était retiré aussi. Et en fait, les deux seuls pays qui ont refusé de faire un référendum au niveau de leur population locale, c'est-à-dire pour Paris, pour Los Angeles, c'est les Américains et les Français. Mais en fait, à la place, ils préfèrent faire des 10 sondages indépendants. Tu les connais, les sondages indépendants que tu as toi-même commandités et payés ? Voilà. Donc la France et les États-Unis ont fait ça. Alors, c'est les seuls pays. Comment expliquer justement qu'il n'y avait que un seul candidat en 2024 et un seul en 2028 ? Parce que, rappelle-toi, à chaque fois, quand il y a eu ces organisations de Jeux Olympiques, nombre de pays voulaient y participer, nombre de pays voulaient avoir ces Jeux Olympiques. Pourquoi ? Est-ce que c'est parce que ça coûte trop cher ? Quelle est ton explication ? Si tu veux, il y a beaucoup à dire. Premier point, c'est qu'en fait, les projets sont de plus en plus pharaoniques. C'est-à-dire que le gagnant dans les Jeux Olympiques, ce n'est pas la France, ce n'est pas Emmanuel Macron, ce ne sont pas les athlètes, c'est le Comité international olympique, qui est une organisation supranationale qui a un pouvoir absolument incroyable, dont le président, Thomas Bach, l'Allemand, se fait surnommer le roi soleil. C'est Louis XIV de Lausanne, si tu préfères. Il va de partout dans le monde entier, on lui déroule le tapis rouge. Tu prenais François Hollande et Emmanuel Macron, ils étaient là, oh monsieur le président, oh monsieur le président, monsieur le président. Et il a eu un traitement absolument royal. Donc tu parles d'une organisation qui choisit ses sponsors, qui choisit les droits de diffusion et qui impose ses propres règles à tous les États, de par ce qu'on appelle le contrat de ville haute, que j'ai et qui honnêtement mais liberticide à un point incroyable. Tous les États. Parle-nous-en de ce liberticide. De ce côté liberticide des villes hautes. Qu'est-ce que tu veux dire exactement ? Par exemple, tiens, on aura là sur Paris le QR code. Ah, ça, c'est pas dedans. Si tu veux, ce qui est exceptionnel, c'est le point 14. Ce que je dis, c'est attention, Londres a fait pareil, les Russes ont fait pareil, tout le monde. C'est pas qu'une question française. C'est les États se couchent devant le CEO, qui à la fin sera le grand gagnant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu veux manifester, faire une réunion culturelle ou ce que tu veux qui peut potentiellement créer une concurrence avec les Jeux Olympiques, c'est interdit. Je sais bien, c'est interdit. La semaine d'avant les Jeux, pendant les Jeux, une semaine après. Or, si tu obtiens, il faut obtenir donc la dérogation écrite du CIO. À partir de là, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est-à-dire quel État normalement constitué va signer ça ? C'est-à-dire que tu autorises un comité international olympique
qui est plus ou moins une espèce de secte pas possible où les gens se cooptent entre eux sans aucune transparence à la solde de Thomas Bach, c'est eux qui vont dire à la France si des gens ont le droit de manifester ou de faire une réunion culturelle ou ce que tu veux pendant, avant et après les JO. Je rappelle que le droit du travail a été complètement retoqué. Comment ? On appelle ça les exceptions. Ils ont fait passer une loi. Ils ont fait passer les lois. Si tu peux nous en parler un peu. Loi, bien sûr, la loi soutenue par le RN, sauf pour un qui s'est abstenu, et les LR. D'accord. La gauche qui avait gueulé. Donc c'est pour ça que ça me fait rire quand j'entendais oh là, si le RN passe, péril dans les Jeux. Mais pas du tout. Et que dit cette loi ? Les Jeux Olympiques. Le RN, ils ont fait ça. Et la LR, ils ont fait ça, ils ont mangé le truc. Et que dit cette loi ? Déjà, le travail dominical, le repos dominical, tu oublies. Tu peux faire exemple. Vis-à-vis des heures supplémentaires, vis-à-vis de plein de choses. Et je vais te donner un exemple tout bête. Aujourd'hui, tu as des sociétés privées en France. Tu as des gens qui travaillent 60 heures par semaine. 12 heures pour rester debout de suite, dans des conditions absolument exécrables. C'est-à-dire qu'en fait, comme je dis, le repos dominical, on oublie. Le temps de travail, pareil à ce niveau-là. Enfin, on s'arrange comme on veut, quoi, si tu veux. Et liberticide, pourquoi ? C'est que c'est aussi des lois qui ont permis l'apparition des caméras de vidéosurveillance algorithmique. Jusqu'en mars 2025, d'ailleurs. Non, les Jeux Olympiques, ils sont vachement longs, dis-moi, cette année. Je savais pas qu'ils duraient jusqu'en mars 2025. Donc, il y a ça qui pose quand même un problème, parce que pour que les gens comprennent les caméras de vidéosurveillance algorithmique, le gouvernement veut surtout pas qu'on parle de reconnaissance faciale. Ils ont très peur de ce mot-là. Alors, littéralement, c'est pas de la reconnaissance faciale, c'est vidéosurveillance algorithmique, c'est quoi ? C'est-à-dire que ça va capter, grâce à l'intelligence artificielle, des comportements jugés suspects. L'un des comportements, par exemple, ciblés, c'est le fait d'aller en contresens. Je dis n'importe quoi. Tu marches, puis il y a quelqu'un qui te dit « Oh Mike, ça va ?» Donc tu te retournes. Sauf que tu arrives en contresens, tu vois, pour marcher. Et ça, les caméras vont juger que c'est une attitude dite suspecte et donc potentiellement, tu vas être immédiatement contrôlé, voire plus par les autorités. Et par des autorités qui, dorénavant, sont aussi étrangères. On a vu passer des policiers qataris, des policiers anglais, enfin des policiers de tout pays, quoi. Oui, alors ça, dans tous les grands événements sportifs internationaux, tu as toujours un petit contingent. Le problème, là, c'est que le contingent, il est quand même assez grand. Et en fait, la France a certaines pénuries, certains manques, notamment vis-à-vis des maîtres chiens et des chiens renifleurs. Et il y en a beaucoup qui viennent de Pologne, par exemple, et en Allemagne, je crois aussi. Donc ça a quand même montré aussi les failles dans le domaine sécuritaire français. Après, ça se fait dans tous les événements sportifs. Le problème étant quand même, c'est que là, c'est vrai que le contingent est assez important. Tu as aussi des Espagnols, tu as plein de gens. Ça pose aussi question parce qu'aujourd'hui, moi, j'habite pas à Paris, mais j'ai quand même l'impression qu'on a militarisé complètement la capitale française, quoi. Et quel est le pouvoir du policier, je sais pas moi, anglais, pendant ces Jeux Olympiques ? C'est une bonne question. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le policier et le gendarme français, vu les conditions dans lesquelles il est hébergé, il doit pas en avoir tant que ça. Mais on va dire que la France insiste sur un côté sécuritaire qui fait peur quand même à beaucoup de gens, notamment au CIO. Il y en a qui disent « Oula, il va y avoir des problèmes ». Donc là, on a mis un énorme accent là-dessus, au détriment de la province d'ailleurs. Je suis très curieux de voir le nombre de cambriolages qu'il va y avoir cet été. Oui, c'est vrai. Déjà, août, c'est un mois fertile pour les cambriolages. Tu as dépeuplé complètement ta province pour tout mettre à Paris. Alors, tu as rappelé des gens. Il y a eu un accord qui a été passé ces derniers mois parce qu'ils se sont dit « Oh là, on va se faire cambrioler de partout ». Tu appelles des réservistes, des retraités. Enfin, je suis curieux de voir ce qui va se passer dans le reste de la France pendant les Jeux Olympiques. Mais on sait à peu près quel est les effectifs, quel nombre de ces policiers ? Attends, je l'ai noté dans le livre, donc je vais retourner. Si tu permets une petite seconde, mais c'est énorme, hein, c'est des dizaines de milliers, si je te dis pas de bêtises. Attends, je vais te dire ça tout de suite, si tu permets une petite seconde. Vas-y. Est-ce que c'est par là que j'y ai mis ? Parce que je sais que j'en ai parlé, parce que je voulais pas dire vraiment de bêtises à ce sujet-là, mais si on parle de dizaines de milliers de personnes, hein, c'est absolument colossal. Mais je vais te le retrouver. Attends, dans quel chapitre j'en ai parlé ? J'en perds la tête. Alors. Voilà. Alors, donc déjà, tu as entre 17 000 et 22 000 agents de sécurité pour le comité d'organisation. Tu as 14 000 personnes qui vont être déployées à travers le pays justement pour compléter un peu les manques. La France a sollicité 2185 agents, près de 46 partenaires étrangers ainsi que des chiens renifleurs. C'est quand même beaucoup, on la verra. Et tu as 18 000 militaires mobilisés, dont 3 000 aviateurs, 35 000 gendarmes et policiers durant la compétition et 45 000 pour la cérémonie d'ouverture. Ça fait beaucoup. Et j'ai vu sur ton Twitter des photos
des appartements des militaires, surtout français, qui est quand même exécrable. Ils vivent on voit des cuisines où il y a des cafards, des crottes de souris. Enfin, c'est la façon dont on traite nos personnels, c'est quand même une honte. Ah, surtout les gens de la sécurité privée, en fait, qui ont fait des formations avec France Travail. Et en fait, si tu veux, il y a tellement peu d'argent qui ont été distribués pour la sécurité, c'est ça en fait le plus ironique, c'est qu'en fait, c'est pas les très grosses boîtes de sécu qui ont récupéré, c'en est d'autres. Et en fait, c'est ultra concurrentiel, donc les gens sont payés à coups de lance-pierre. Les gens s'épient les uns les autres, c'est-à-dire pour balancer les uns les autres pour récupérer une part de marché. Et en fait, on est dans des bâtiments qui ne sont pas totalement finis. D'ailleurs, je t'annonce que certains bâtiments, même pour les délégations, ne sont pas complètement finis. Honnêtement, la France, littéralement, n'est pas prête. Faut être honnête. Je veux dire, c'est masqué par certaines choses, parce que t'as quand même le pays, quand même, globalement, il fonctionne, je veux dire. Mais littéralement, t'es pas prêt. Mais t'es pas prêt pour les transports, t'es pas prêt pour la sécu, t'es pas prêt pour l'accueil. Alors que t'as le temps de te préparer, t'as les budgets qui ont été mis, et on demande des rallonges budgétaires sans cesse. Tu vois, moi, j'en ai marre, parce que souvent, j'entends, quand il y a la Coupe d'Afrique des Nations, par exemple, qui est un événement très important pour le continent africain, on parle souvent des problèmes d'organisation, des retards ici et là. Mais aujourd'hui, je ne peux plus entendre personne au ministère des Sports français parler d'un pays africain. Vu la manière dont on est en retard avec beaucoup plus d'argent, il n'y a rien à dire. Hein. Est-ce que ça, c'est habituel ? La Côte d'Ivoire a mieux préparé sa Coupe d'Afrique des Nations que la France a préparé ses Jeux Olympiques. Clairement. Mais est-ce que ça, c'est quelque chose d'habituel ? Est-ce que, par exemple, Tokyo a préparé comme ça ? Est-ce que c'est une particularité française ? Alors, tu as toujours un petit peu de retard, ça ne peut pas être parfait, mais à ce niveau-là, non, parce que là tu as l'énorme question des transports. À la base, il devait avoir 4 lignes de métro en plus, je crois. Au final, il n'y en a qu'une et demie qui ont été simplement mises. Les transports devaient être gratuits, alors évidemment, ils ne le sont pas. Il y a énormément de problèmes liés au transport. Ils n'ont pas réglé le casse-tête des transports. Absolument pas. Mais pourtant, il y a un surcoût de 7 milliards. En fait, si tu veux, le problème, c'est que déjà, il n'y a pas de transparence. Contrairement à Tokyo, alors pourtant Tokyo ils ont acheté les jeux, ils ont acheté des votes, mais bon, ça c'est encore autre chose, il y a des enquêtes en cours. D'ailleurs il y a un Français qui est impliqué dans les achats de votes en Afrique. Bon, c'est pas pour ça qu'on l'a écarté de 2024, tu me diras, mais ça je pense que la justice fera son boulot et ça sortira dans quelques temps. Donc si tu veux, à Tokyo ils avaient quand même mis des documents précis avec toutes les dépenses. Faut voir la tronche des documents montrés par le comité d'organisation français. Il n'y a aucune transparence en fait. Tu sais pas où va avoir vraiment l'argent. Alors en fait, il faut se taper ce qu'a publié la Cour des comptes. Et là, ça commence à être détaillé. Mais en fait, ce qui est relatif au comité d'organisation, c'est pas transparent. Et le deuxième effet qui se coule, qui est exceptionnel, c'est qu'ils avaient annoncé, regardez, tout est financé par le privé. En fait, ils avaient juste parlé du budget du comité d'organisation, qui à 96 ou 97%, c'est du fonctionnement privé. Donc déjà, c'est pas uniquement du financement privé. Enfin, il y a quand même 3-4% de public, mais c'est pas grave. Sauf qu'ils ont oublié de parler de l'autre, c'est-à-dire la politique de structure, qui là, part sur les deniers publics. Et donc, en fait, médiatiquement, ils avaient dit, mais regardez, tout est privé à 97%. Ah oui, mais vous n'avez pas parlé des structures. Vous avez fait un oubli à quelques milliards. Et honnêtement, c'est honteux. Et tu vois, c'était un numéro de communication comme ça. On devait refaire la tour Montparnasse. Enfin, encore une fois, la question, c'est, on a fait des structures. À quoi elles vont servir après les Jeux ? C'est aujourd'hui une vraie question. Par exemple, cette piscine olympique qui est, paraît-il, trop petite dorénavant, elle va servir à quoi ? C'est la salle qui est trop petite en fait. Si tu vas à la base, ça devait être une salle de 15 000 places qui est un centre aquatique pour toutes les épreuves. Et en fait, ils ont tellement sous-estimé le budget que ça a été, je crois que c'est 87 millions, 90 millions de plus ça a coûté. Et la salle qui devait faire 15 000 places, elle en fait que 5 000. Donc tu as 3 fois moins de capacité pour 90 millions de plus. Or, World Aquatics, c'est la Fédération internationale de natation. Ils t'expliquent que globalement, ils attendent pour les épreuves de natation libre, qui sont les épreuves phares au jeu, une salle de 15 000. Ce qui fait que donc, dans ce nouveau centre aquatique en Seine-Saint-Denis, tu auras le water polo, la natation synchronisée et le plongeon. Mais les épreuves phares de natation libre, elles vont se faire à la Défense. À la Défense ? Bien joué. Ah bah oui, en effet. En fait, la salle, le centre que tu as fait, qui a coûté 90 millions de plus que ce qui était prévu pour une capacité d'accueil 3 fois plus petite, en gros, ça ne va pas pour accueillir les épreuves phares. Mais qu'est-ce qu'en dit le CEO de tous ces loupés ? Ils ont ce qu'ils veulent, la France s'est mis à genoux. Ils sont contents. Tous les sponsors, ce sont ceux du CEO, donc ceux qui récupèrent. Les droits de diffusion, c'est le CEO. Et ils sont accueillis royalement. Ils vont dire qu'ils sont très contents.
Oui, mais il n'y a Fiscalement, pas une ils ont rien à baisse. payer. Oui, mais il n'y a pas une baisse de qualité de l'effet visuel des épreuves. La défense. Ah non, la défense, t'as ce qu'il faut. Ils s'en foutent si la France, après, dans le budget, c'est l'État qui paye. Ils s'en foutent. Puis je te rappelle que là, Thomas Barr est arrivé aujourd'hui à Paris, numéro de propagande, il n'y a pas d'autre mot, on le met en photo, etc. Regardez, t'as l'impression que c'est le maître du monde. C'est des gens qui jouent au maître du monde. Hein. Donc eux, quand il y a un État qui se met à genoux, ils sont très contents. Ben, on a eu aussi la Seine, le fait de nettoyer la Seine, qui a coûté quand même 1,4 milliard. Enfin, c'est quand même pas rien, c'est-à-dire 10 hôpitaux, 1,4 milliard, et dont on voit que... On a réglé le problème d'eau en Guadeloupe, par exemple, je crois, si je dis pas de bêtises, notamment d'eau potable. Évidemment. Ah mais non, mais les dom-toms, c'est vrai, excusez-nous, ils comptent pas les dom-toms, visiblement pour le gouvernement. On parle. Bah oui, et là, ils sont en train d'essayer de justifier ce qu'ils ont fait. Donc ils font des numéros de communication, ils sont contents, ils ont barboté. Oui, mais c'est surcoût. Est-ce que c'est lié à une forme de corruption? C'est-à-dire que, par exemple, là, cette piscine, est-ce que sur les 90 millions de surcoût, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont touché de l'argent, qui sont mis un peu l'aide dans les poches? Ou est-ce que c'est essentiellement de la bêtise pure? Ah, écoute, ce qui est certain, c'est que les gagnants, t'as le CEO, comme je te l'ai dit, et les deuxièmes, c'est ceux qui vont remporter les appels d'offres. Donc certaines grosses boîtes françaises. Sauf qu'en fait, tu remarques que les appels d'offres, il y aurait pas mal à y revenir parce que le comité d'organisation a été d'un amateurisme crasse et que l'un des responsables de ça, c'est Monsieur Taubois, qui vient du badminton, qui a vraiment une influence terrible. Le souci, c'est qu'on a donné à des entreprises françaises et aux copains des contrats. Le coq sportif, par exemple. Ah, on va me dire, mais le coq sportif, ils sont en galère financièrement, ils sont pas pros. C'est-à-dire que le coq sportif a des retards dans les livraisons, tu imagines quand même? Alors qu'ils ont été favorisés et que là, le comité d'organisation doit leur prêter 2,5 millions d'euros. Mais attends, mais on va où? Et si le coq sportif ne mérite pas, il faut pas sauver le coq sportif. Au bout d'un moment, il faut arrêter. L'argent des Jeux Olympiques n'a pas à sauver les copains ou certaines entreprises françaises qui sont mal gérées. Mettez les meilleures entreprises françaises. Arrêtez. Il faut voir le plan merchandising qui est catastrophique et marketing. On a donné des sous-contrats aux slips français et d'autres, mais il faut voir la tronche des produits qu'on propose. Tu peux regarder, la boutique, c'est une honte et un scandale. Le problème, c'est qu'au niveau marketing, merchandising, actuellement, ça ne marche pas du tout. Donc, il y aura un trou à combler, parce qu'on avait mis tant dans les recettes, et il n'y aura pas ce montant-là. Et qui va le combler, le trou? Bah, nous. Ouais, c'est-à-dire qu'on va avoir encore une hausse d'impôts, qu'on ne veut pas nous dire aujourd'hui, parce que... le gouvernement n'est pas formé. Alors, tu as parlé tout à l'heure des transports, et en effet, dans le cahier des charges, on s'était engagé à avoir des transports totalement gratuits. Résultat, les métros, les tickets de métro et de RER vont voir leur prix doubler. C'est-à-dire que le ticket de métro coûtera dorénavant 4,30 €, je crois. Le fait que dans le cahier des charges, on dise que c'est gratuit et qu'au final, c'est pas gratuit, il n'y a pas derrière, je sais pas, le CEO ne dit pas... Et les lignes de métro, il doit en avoir 4 nouvelles. Hein. Oui, voilà. Elles sont pas là. Hein. Oui, mais on fait un cahier des charges. Le CEO derrière n'est pas comme une sorte d'entreprise qui contrôle, qui dit, mais attendez, vous nous avez carotté là-dessus. Non, Mike, ils s'en foutent. Est-ce que fiscalement, ils ont quelque chose à payer? Non. Est-ce que politiquement, on leur a tout donné? Oui. Est-ce qu'on va glorifier le président du CEO? Oui. Est-ce qu'on va faire des belles photos, etc.? Oui. C'est bon, on s'en fout. Ça veut dire que l'esprit de Coubertin est fini, quoi. Déjà, Coubertin, je ne suis pas persuadé que c'était une si belle personne que ça. Parce qu'il faut quand même pas oublier qu'à l'époque, il voulait uniquement le sport pour une certaine classe sociale. Je vais même pas parler du fait qu'il voulait simplement pour les hommes. Je te parle seulement de la classe sociale. Il ne voulait pas que des gens, on va dire, que la populace se mélange à des gens comme lui. Hein, faut pas l'oublier. Hein. Donc on va pas me faire passer ça pour quelqu'un de progressiste ou tout ce que tu veux. Aujourd'hui, il faut savoir que le CEO, c'est 105 membres actifs qui se cooptent entre eux sans aucune transparence. C'est plus ou moins une secte, comme on le décrit. Tu retrouves l'émir du Qatar, tu retrouves des princes, le prince Albert de Monaco, tu retrouves des oligarques, tu retrouves des gens par exemple proches de Paul Kagame au Rwanda, tu retrouves des gens qui, je comprends pas trop ce qu'ils font là, ils cumulent plein de postes. Il n'y a pas plus obscur et sombre que le comité international olympique. Donc, le contrôle, surtout pas. Je vais donner un exemple concret, tiens. Le CIO redistribue de l'argent pour chaque Olympiade à ses comités olympiques nationaux. Je pense que les gens comprennent. Vous avez le CIO tout en haut, et ensuite vous avez tous ses membres affiliés. Le comité olympique français, espagnol, laotien, malgache. Bon, vous comprenez l'idée. Et si tu veux, le CEO va redistribuer quelques subventions, notamment pour certains pays, principalement en Afrique,
Donc, par exemple, pour une Olympiade, donc sur les 4 années, les comités olympiques nationaux vont toucher entre 500 000 et 1 million de dollars, on va dire. D'accord? Je vais te prendre un exemple, le comité olympique tchadien. D'accord? Les athlètes au Tchad, je vais pas te dire qu'ils sont maltraités, je vais te dire qu'ils sont réduits à l'état d'esclaves. Je te dis ça très sérieusement. Si une personne ose réclamer, c'est-à-dire, admettons, l'argent, tu vois, admettons, de son billet, parce qu'il y a des athlètes, ils ont dû se payer leur propre billet pour aller aux compétitions. Ils sont pas remboursés, rien, je te parle même pas des dotations qui sont volées, tout le reste. On les menace de leur enlever le passeport, de les interdire de territoire, et on les enlève de toutes les sélections. C'est une véritable dictature. Tu crois que les athlètes ne se sont pas plaints? Si. Est-ce que le CEA a fait quelque chose? Rien du tout. Ça reste en famille. Donc tu as un organe supranational qui ne va rien dire à tous ces comités et qui ne va rien vérifier. Jusqu'à, et c'est ce que j'explique dans mon livre et ailleurs, que médiatiquement, ça explose. Je rappelle que le CIO a hébergé dans son sein, à la fédération de boxe amateur, un homme qui est sous sanction depuis 2012 pour son appartenance supposée à un des plus grands trafics d'héroïne au monde et dont la France et l'Australie lui avaient notamment interdit l'accès au territoire. Lorsque médiatiquement son nom est sorti, oh ben là d'un coup il est devenu non grata. Alors que pendant 15 ans tout le monde était au courant de qui était ce monsieur qui s'appelle Gafour Akimov, ça ne pose aucun problème. Donc ça te montre toute l'hypocrisie du CIO. Et après je te pose la question, comment des États peuvent se mettre à genoux devant des gens sur le prétexte de ces dites valeurs olympiques? Bah écoute, c'est une excellente question. Vous aimez Géopolitique Profonde? Yeah. Nous aussi on vous aime bien. Vous aimeriez peut-être nous le dire, mais vous n'avez pas toujours les mots? Alors exprimez-vous en vous abonnant à notre chaîne et en activant la cloche. Cela ne semble rien, mais en réalité cet engagement de votre part nous aide énormément dans notre travail. De plus, c'est simple, gratuit et cela ne coûte aucun effort. Alors cliquez donc sur ce bouton.